Wow, c'est Wow! magnifique. C'est Salut. exceptionnel. Hello, Exceptionnel de hello. beauté. Bon, merci d'être là. Écoutez, c'est un grand plaisir, en tout cas pour moi, et je laisserai Renaud dire un petit mot avant que j'enchaîne, de vous recevoir ici pour ce tout premier live de notre format qui s'appelle La Relève, hein, La Relève en hommage à la relève médicale infirmière, puisque Renaud est infirmier et moi je suis médecin du coup. Et donc on s'est dit on allait lancer un petit format live sur Instagram qui discutera un petit peu des sujets de santé et de façon un petit peu plus générale sur un petit peu des sujets qui ont attrait à l'esprit critique. Et on s'est dit que pour ce premier live, on parlerait bien de l'information sur les réseaux avec des gens qui font de l'information sur les réseaux. Du coup, on a pensé à vous et on est très content que vous ayez accepté notre invitation pour ce premier live. Plaisir partagé. Pareil. Super. Tu veux dire un petit mot, Renaud, peut-être avant que Oui, je bonjour, commence? bonjour à tous les deux. Hello, On discute un peu moins souvent enfin, je suis un peu c'est vos vrai. discussions avec Nance. Puis bonjour à tous les gens qui ne me connaissent pas beaucoup, parce que je suis peu devant la caméra. Je suis plutôt L'homme de derrière l'ombre. C'est ça. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Et puis voilà, on va discuter un petit peu de tout ça. Ça va être intéressant, je pense. Yes. Et super, merci. Bon, je vais commencer juste par des petites infos pour mettre le contexte un petit peu de ce live. Donc, en gros, les chiffres aujourd'hui, c'est à peu près 60% de la population mondiale qui utilise les réseaux sociaux. Mhm. On a une croissance qui est, on va dire, linéaire de à peu près 3 à 4% de nouveaux utilisateurs tous les trimestres sur les réseaux sociaux. Et en moyenne, on passe, alors c'est une moyenne, hein, il y en a probablement qui passent plus et d'autres moins, mais en moyenne, on passe à peu près 2h30 de notre journée sur les réseaux sociaux. Et donc là, on va effectivement faire péter ce compteur puisqu'on va être là à peu près 1 heure. donc, euh, C'est ça, donc là on voilà, prend mais direct la moyenne du week-end. exactement. Là, on prend la moitié de notre journée. Et globalement, on utilise quand même, en moyenne, hein, c'est pareil, 6,6 applications de réseaux sociaux par jour et par utilisateur. Alors tous ces chiffres, ils viennent d'où? Ils viennent d'une étude qui a été menée par deux sociétés entre guillemets qui s'appellent We Are Media et Hootsuite. Alors Ouais. Hootsuite, c'est une suite qui permet de publier du contenu sur les réseaux si vous avez plusieurs comptes, Facebook, Twitter, Instagram, si vous êtes un peu pro. Vous pouvez publier les posts en même temps sur différents réseaux sociaux. Donc ils ont mené cette étude et je trouvais intéressant de voir quand même, c'est un phénomène qui est clairement mondialisé. Tout le monde utilise les réseaux sociaux, en tout cas une grande partie de la population. Le réseau social le plus populaire, c'est Facebook. Il reste encore le numéro un mondial Quand il fonctionne. là-dessus. Quand il fonctionne, exactement, ce live tombe Quand bien, le puisque stagiaire finalement, n'a pas fait des siennes. C'est quand vrai quelqu'un a qu'avant-hier, ça pas, aurait été plus que délicat de faire un live. quand personne ne fait renverse son café sur les serveurs. Et ce qui nous intéresse surtout ici, par rapport à ces chiffres, c'est surtout la recherche de l'information. Et si je peux finir cette introduction, je vous dirais que il y a presque 50%, alors c'est 44%, qui vont utiliser Facebook comme un réseau social pour se tenir informé de l'actualité. Et juste derrière, on a des réseaux comme YouTube, c'est le deuxième. Et le troisième, ça va être WhatsApp. Alors ça m'a un peu étonné quand j'ai lu ça. On pourra peut-être en reparler. Et juste après WhatsApp, on a Instagram, le réseau sur lequel on est. À noter qu'un petit réseau social par rapport à ces énormes réseaux qui est Twitter et un réseau sur lequel on va chercher de l'information. Donc voilà un petit peu en termes d'introduction ce que je peux vous dire en tout cas sur le contexte de tout ça. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de tenter de répondre à la question est-ce que les réseaux sont une source fiable d'informations. Et donc, je vais déjà commencer par vous poser une question à vous deux. On va commencer par Nawal. On va commencer par toi. Est-ce que tu as une Honneur aux utilisation, femmes, enfin, du coup, voilà, honneur bien aux sûr. dames. Merci, c'est Quelle gentil. est l'utilisation côté, est-ce que toi, côté consommateur, comment tu utilises les réseaux sociaux et est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu vas chercher de l'information? Alors, déjà, merci de me laisser commencer, c'est sympa. Pas de souci. La chercher, je dirais pas. Je dirais que sur les réseaux sociaux, l'information, souvent, elle vient à moi. Justement, c'est vrai que je suis pas mal sur Twitter. Alors, je tweete pas beaucoup. Par contre, je regarde énormément Tu tout ce qui est stalk. politique.
Ouais, enfin stalker, non, c'est un grand mot, mais voilà, Je te charrie. stalker, ça fait un peu péjoratif, mais non, non, Ouais. je regarde beaucoup C'est tout ce vrai, qui c'est est vrai. politique, science. Il y a beaucoup d'articles scientifiques, par exemple, qui sont retweetés. Donc, j'avoue que Twitter, ça peut être un réseau social, même si dans ce que tu as dit, c'était plutôt les réseaux sociaux minoritaires, où je peux aller chercher de l'info ou l'info qui vient à moi. Facebook, clairement, moi, je l'utilise pas pour ça. C'est plus sur un côté ludique, entre guillemets. J'avoue que j'avais pas spécialement pensé à ce type d'infos. Alors après, par contre, il faut différencier voilà tout ce qui est info social, médias, etc. versus information épidémio. Euh, Peut-être ça dont tu parles plus, mais il y a plusieurs catégories d'infos, mais c'est pas les infos sérieuses que je cherche sur Facebook, sauf si vraiment des fois tu as un gros orage médiatique et que là, bah, sur Facebook, c'est vrai que ça peut aller très très vite. Instagram, ça commence à le devenir. Je vais pas chercher l'info, mais je suis abonnée à plusieurs comptes où bah, il y a des infos qui sont hyper pertinentes. Mais voilà, c'est pas pour la recherche d'informations, je suis un petit peu plus old school, même si j'ai que 31 ans. Et c'est vrai que c'est pas forcément, c'est pas forcément là où je vais moi chercher mes informations. Voilà. Ok, parfait. Bah, écoute, merci de ta réponse. Jules, est-ce que tu veux Je nous suis dire? un peu comme Nawel. Je pense que moi, j'utilise beaucoup plus les réseaux sociaux pour du ludique. Donc, c'est vrai que je vais regarder pas mal de sport, par exemple. Tu as des infos faciles de sport, tu as des infos faciles de social media, justement, comme disait Nawel. Après, je suis assez d'accord avec elle sur le fait que pour rechercher des informations plus précises, je passe beaucoup plus par Internet même et par des sites que je connais que par les réseaux sociaux. Surtout par Facebook où tu sais que quand je regarde, c'est plus pour me marrer et pour chercher des fake news que pour chercher une vraie info. Euh, je dirais Twitter peut apporter quand même des infos assez intéressantes, mais pareil, il faut faire vachement le tri parce que tu as plein de bêtises. Mais par contre, quand il n'y a pas encore l'info sur Internet, les tweetos sont plus rapides. Donc j'aime bien regarder Twitter quand il y a un truc, je sais pas moi, je vois de la fumée dans Rouen, tu vois, je tape sur Twitter fumée Rouen et il y a déjà 15 tweets de qu'est-ce qui se passe à Rouen, tu as déjà des petites informations, tu vois. Donc, mais voilà, plutôt réseaux sociaux ludiques et puis les vraies infos à côté sur Internet. C'est intéressant ce que vous dites parce que finalement, il y a on entend comme je pense qu'on le fait tous à la base, on a quand même une utilisation assez passive de ces réseaux sociaux. C'est qu'en fait, pour en tout cas sur les réseaux comme Facebook ou Instagram, on ouvre le réseau social et en fait c'est un petit peu divertissez-moi. Donc voilà, tu ouvres et tu regardes ton feed et tu dis bon ben voilà, est-ce que ça me divertit, ça me divertit pas. Et Twitter étant comme tu dis parfois une source où on se dit tiens il se passe quelque chose autour de moi, est-ce que l'information n'est pas sur Twitter? Et c'est vrai que c'est assez différent. Et finalement, la frontière entre tout ça, elle est tenue parce qu'on commence par un réseau social qui est plutôt sur le côté ludique, ou pour s'amuser, pour rencontrer des gens, et petit à petit, on a des infos et d'un côté, parce que Twitter s'est construit aussi sur quelque chose qui se voulait peut-être probablement ludique. Et moi, je partage votre avis, hein, j'ai une utilisation parfaitement ludique des réseaux sociaux et plutôt Twitter sur de la recherche d'informations, sur de la veille bibliographique, sur le Covid, par exemple. Alors, on va dire, ça dépend quelles sont les sources, mais évidemment, on en reparlera. Ça a été aussi une grosse source d'informations sur les articles, les choses qui sortaient, quoi. Carrément. Effectivement. Voilà, Ok, ok, Renaud, ouais. une Ouais. utilisation. Moi, en utilisation, Facebook de moins en moins, j'y vais quasiment plus. Ça a été mon principal réseau social très très longtemps, mais j'y allais pas non plus pour chercher de l'information. Mis à part, je suivais quelques pages on va dire, de médias traditionnels. Et puis, je me suis mis à Twitter dernièrement, il y a, on va dire, un peu plus d'un an, où effectivement, je trouve qu'on arrive à trouver plus précisément des informations et on est moins pollué dans des feeds, dans des timelines sur Facebook. Je veux dire, bon, déjà, il y a une publi sur trois, c'est de la pub. Ensuite, c'est que enfin, il y a énormément de conneries quand même, faut le dire. C'est quand même une catastrophe. Et puis, en fait, ça sert juste à s'énerver dans les commentaires, en fait. Donc, ça sert à rien. Essayer de rester plus zen. Et puis, sur Instagram, j'y vais pas du tout pour chercher de l'information. J'y vais plus pour suivre des gens que j'apprécie pour leur talent, pour etc. Et puis, voir un peu ce qu'ils ont à raconter pour on va dire, un dialogue un peu plus
Instagram, on en parlait quand on a préparé un peu cette émission, c'est vraiment un réseau social où c'est assez en sens unique, c'est-à-dire que le créateur de contenu va donner ses trucs. Il y a quand même peu, mis à part via les DM, peu d'interaction, beaucoup moins d'interaction entre les gens, entre les différents utilisateurs du compte. Ça discute moins dans les commentaires. Voilà. C'est vrai. Donc, du coup, Mais c'est voilà. aussi pour ça que sur Twitter, on se retrouve parfois avec des listes de commentaires Par contre, c'est illisible des pas. fois. sont Ouais. terribles. Clairement, quand Qui sont terribles et qui tu sont fais vraiment dans la baston non-stop, quoi, sur par Ah bah Twitter. c'est le contre, PMU, on va hein, dire c'est clair. que Hein. voilà, Ouais. Twitter, c'est quand même l'enfer sur Terre au niveau réseau social. Hein. Je veux dire, il y a même plus de nuances, de rien du tout. Il y a énormément de pseudonymat. Il y a Ouais. de plus en plus sur les autres, mais il y en a énormément sur Twitter, c'est quasiment la majorité. Et du coup, ça part, enfin, de toute façon, il n'y a qu'à voir le nombre de comptes qui sont suspendus, signalés tout le temps. Bien sûr, ça se bat que C'est une là-dessus, on bloque, on catastrophe. supprime, ouais, c'est terrible. C'est Mais, terrible. mais Mais ça, c'est ça vrai que vient ouais. finalement, Vas-y, vas-y. ça vient un peu de la philosophie du réseau social à la base. Et d'ailleurs, en Ouais. préparant un peu ce live, on en discutait. On disait effectivement sur Instagram, c'est quelque chose qui est assez. Je donne mon contenu, voilà mon contenu. Il y a peut-être un petit peu d'échange, on va y revenir probablement. Peut-être toi, Jules, tu peux nous en dire un peu plus parce que toi, tu crées du contenu, tu as une petite communauté. Je pense que ça doit beaucoup échanger. On voit de temps en temps en story où tu repartages les réponses par rapport à des précisions et tout. Mais globalement, c'est un réseau social où tu donnes ton contenu Tout à et fait. l'accès à tes sources, tout ça, ça reste quand même assez difficile parce que il n'y a pas de lien. Alors, il y a des liens Ouais. en story quand tu as, quand t'as Mais un certain mal, nombre ouais. d'abonnés. Mais par exemple, dans les posts, tu ne peux pas mettre de lien. En fait, c'est quand même vraiment très centré Il n'y a pas sur d'image, il n'y a pas de. Ouais. le Ouais, vignettage. bien sûr, carrément. Et du coup, ça te donne un certain filtre. Enfin, ça met l'information à travers un certain filtre. Et est-ce que ça, c'est, enfin voilà, pour moi, c'est un problème et c'est probablement un frein à ce que l'information sur Instagram se développe et que ça reste encore un réseau social qui malgré tout, ça vient, c'est vrai, mais c'est venu après les autres parce que l'utilisation d'Instagram faisait que c'était plus compliqué. Enfin, moi, je pense ça. Après, peut-être que j'ai Tout à tort. fait. Non, non, tout à fait. En plus, quand tu postes quelque chose sur Instagram, dans la majorité des cas, tu t'attends pas à avoir que des des gens qui contredisent dans les commentaires. Contrairement à Twitter où tu sais que ça va Mm. ouvrir le débat. En fait, tu as l'impression que sur Twitter, tu vas ouvrir un débat, tu vas ouvrir voilà, une porte et tout le monde peut venir et tout le monde va y aller de son grain de sel. Sur Instagram, c'est un peu moins souvent parce que les gens qui te suivent sont souvent d'accord avec ce que tu fais puisqu'ils te suivent Ouais. pour ce que tu crées, quoi. Donc, c'est vrai que c'est complètement différent, en effet. Bah, il y a beaucoup moins, oui, ce côté troll. Enfin, oui, Mm. de gens qui passent d'un compte à l'autre juste pour troller, pour Ouais, contredire. carrément. En général, ils trollent en DM sur Voilà, Instagram. Ouais, plutôt quoi. Ouais. Alors que les messages copier-coller sur Facebook et Twitter, il y en a plein, 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 Mm. quoi. C'est vraiment. ouais, c'est clair. Donc ça, c'était pour le point de votre utilisation personnelle des réseaux sociaux. Maintenant, au niveau, en tant que créateur de contenu, que vous êtes, que nous sommes, on va dire. Euh, on voulait savoir comment est-ce que, quand vous construisez une information, quand vous construisez un contenu, ben, comment vous procédez? Combien de temps vous y consacrez? Est-ce que vous y réfléchissez 4 jours? Est-ce que c'est une idée qui vous vient et que ça envoie? Est-ce que vous réfléchissez au public cible, à tout ça? Bon, ouais, il y a beaucoup de choses à développer, hein, mais comment est-ce que, voilà, comment est-ce que vous vous y prenez pour plus partager votre contenu? Par exemple, Jules, tiens, dis-nous tout, toi qui es le professionnel, qui a Avec des drones et qui a des. Écoute, écoute, moi j'ai eu plusieurs étapes dans l'Instagram parce qu'à la base j'ai fait vraiment ça pour les étudiants en médecine et Ouais. du coup c'était très centré ECM donc très centré concours et du coup c'était plutôt simple puisque la base c'était de prendre les collèges des enseignants parce que c'est la base pour le concours donc c'était vraiment j'ouvre un collège, j'ouvre les dernières recommandations nationales et puis je pose des questions précises là-dessus, je fais des cas cliniques là-dessus. Donc c'était ça à la base. Et ensuite, une fois que la population, la cible s'est ouverte, donc on va dire depuis maintenant une bonne année où j'ai commencé à faire des vidéos de vulgarisation, là ça s'est quand même beaucoup transformé
et j'essaye d'utiliser, bah, voilà, comme on dit, des mots plus faciles. J'essaye d'utiliser des explications plus faciles. Et là, je cherche beaucoup moins dans les collèges des enseignants, à part pour tout ce qui est épidémiologie, pour tout ce qui est traitement précis, etc. Mais sinon, tout le reste se trouve assez facilement quand même sur des sites sur Internet. Bon, après, bien sûr, il faut connaître des sites qui sont fiables. Par exemple, le site de la HAS, je vais citer le site Orphanet qui parle de maladies assez bien précises sur certains points. Mais j'aime beaucoup aussi regarder des sites pourris, exprès pour chercher des fake news et exprès pour un peu démentir ça. Donc, je me retrouve assez facilement sur Doctissimo, Femme Actuelle, etc. pour au moins me dire, bon, voilà ce qui est dit dans plein de sites. J'ai cité, mais je voulais pas citer, hein, on est d'accord? Non, mais c'est Plein bien. de sites. Ils sont contents. Pour voir qu'est-ce qui, voilà, est-ce que ça c'est dit, mais c'est une grosse connerie, donc faut vraiment le contredire. Est-ce que ça finalement c'est pas mal fait? Et d'ailleurs, on se rend compte que assez souvent sur des sujets simples, c'est pas mal foutu finalement. C'est souvent même relu, hein, sur Doctissimo, c'est relu par des médecins, etc. Mais j'aime bien, voilà, me mettre à la place d'un parent et me dire, si je tape ça sur Internet, je trouve ça. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Donc, essayer de modifier les choses. Ouais, Et c'est du coup, au intéressant. niveau du temps de préparation, quand tu vas, bah, on va dire, faire un post ou une vidéo, on va dire que tu C'est la plus fonctionnes grosse plutôt en partie, je vidéo, dirais, hein. quoi. Ouais. C'est la plus grosse partie parce qu'il faut chercher, il faut écrire. Je dirais que ça me prend, je sais pas, c'est difficile de dire en heures, mais si Ouais. sur une journée je décide de faire une vidéo, je vais avoir 2-3 heures de recherche des scripts, d'écrit. Après, vraiment, le tournage va me durer 20-30 minutes et puis le montage 20-30 minutes, 1 heure. Donc vraiment, c'est la partie écriture qui est la plus dure parce que Ouais. tu veux pas dire de conneries, tu veux dire quelque chose d'accessible. Tu veux pas qu'on puisse te contredire entre guillemets sur des faits scientifiques et réels, donc tu as envie d'être propre et du Oui, coup tu veux pas te c'est ça planter. qui prend le plus de temps. Voilà. Ok. Et Cool. toi, Nawal, du coup, qui a un compte qui est plus axé sur la recherche, la publication, des choses comme ça, donc qui est peut-être moins pour la team non soignant, on va dire, comme l'appelle Jules. Comment tu t'y prends? Ben, alors du coup, moi, c'est vrai qu'il y a différents types de contenus. Il y a tout ce qui est recherche, etc. Parce que bah, c'est une grosse partie de mon travail en pratique courante. J'ai aussi des choses sur les maladies neuromusculaires parce que c'est une de mes surspécialités et que en fait là, je suis de plus en plus en lien avec la FM Téléthon sur le côté professionnel. Là, par exemple, il va bientôt y avoir le Téléthon, donc je vais faire énormément de choses avec eux. Sur le côté Ok. associatif aussi. Donc, c'est vraiment partie de ça, en fait, mon compte, de tenter de faire connaître un peu plus ces maladies. Et après, bah, il y a le côté aussi de ma spécialité qui est un peu méconnue, la MPR. Donc, et donc, du coup, le but, c'est vrai que c'est de compiler un peu tout ça. Donc, comment je construis les choses? Alors, quand c'est du contenu en rapport avec la recherche, ben voilà, moi, je fais un master 1, master 2, donc j'ai pas mal de cours. Dans les cours, j'ai eu beaucoup de références bibliographiques, de tutoriels, d'énormément de choses. Donc, c'est vrai que je bosse sur des choses voilà qui sont très cadrées. Après, je vais chercher aussi sur Internet voilà différents autres référentiels. Ça peut arriver pour faire quelque chose le plus comment dire Complet. synthétique possible, mais en même Hmm. temps que ce soit pas trop compliqué parce que la recherche ça peut vite être très méga obscur. J'essaye Ouais. aussi d'expliquer différents types de parcours, par exemple la thèse de sciences, les masters, etc. Ça, bah voilà, j'essaye de m'inspirer des différents types de parcours, les descriptions qui sont faites sur les textes officiels. Moi, ce que j'ai pu faire aussi, m'inspirer de ma propre expérience, parce que sur ces choses-là, c'est ce qui est quand même le plus parlant. Et ensuite, sur les contenus un peu plus médicaux, ben voilà, par exemple, pour tout ce qui est maladies neuromusculaires, les articles scientifiques. Donc, par exemple, Jules parlait tout à l'heure d'Orphanet. Il y a aussi ONIM, la FM Téléthon, ils font énormément de choses aussi en termes voilà de descriptif des maladies, mais souvent c'est des choses très très vulgarisées. Moi, j'avoue que je vais un petit peu plus des fois dans le détail. J'ai des Ok. cours aussi que j'ai pu avoir. J'ai plein de livres. J'ai une bibliothèque énorme sur les maladies neuromusculaires. Donc, des fois, j'ouvre le bouquin. Je suis vraiment old school hein, pour le coup. Donc, voilà. Hmm. Et après, ben, pour tout ce qui est médecine psyché de réadaptation, c'est les recommandations. Donc, HAS, Ouais. ce que j'ai pu apprendre pendant mes cours. Pareil, je suis abonnée au traité EMC, donc c'est Elsevier Malson Consulte, où il y a énormément de choses qui existent. Mais après, je réadapte toujours. C'est-à-dire que je fais pas un copier-coller de ce que je trouve.
je le fais toujours en rationnel par rapport à ma pratique parce que Instagram, je le vois vraiment, enfin, tous les comptes qui sont faits en général, c'est des comptes personnifiés. Donc, moi, j'essaye vraiment de personnifier si je trouve des contenus, par exemple, pour vérifier ce que je fais en pratique, pour vraiment l'adapter, comme par exemple les cours que je fais à la fac. Je fais énormément de cours à la fac. Et du coup, globalement aussi, j'ai par exemple des fois des supports que j'utilise comme cours à la fac. Euh, que voilà, je réadapte. Là, par exemple, le dernier topic que j'ai fait, là, c'était sur la bibliographie. J'avais fait un cours sur les internes, parce qu'on fait, enfin, aux internes, j'avais fait un cours là-dessus. Pas mal de personnes m'avaient demandé de le refaire, donc voilà, j'ai réadapté. Et voilà, c'est un peu comme Jules, hein, j'utilise plusieurs sources. Après, les sources trop vulgarisantes, enfin, de vulgarisation médicale, je les utilise pas, hormis la FM Téléthon, parce que des fois, il y a un bon cheminement pour expliquer les choses. Mais sinon, j'avoue, voilà, c'est un petit peu le type de méthode que j'ai. Et en termes Alors, de temps, voilà, après, ça Ouais, dépend. ça dépend. c'est vrai. C'est intéressant que tu finisses là-dessus sur la vulgarisation. Parce que bon, alors juste sur le public cible, c'est vrai que donc toi, Jules, tu nous disais que tu as été vraiment sur un truc qui était pour les étudiants en médecine. Et puis finalement, c'est un sujet, la pédiatrie, qui touche, enfin comme plein de sujets, mais celui-ci particulièrement, une très large communauté. C'est, je pense, un des sujets sur lesquels circulent, je dirais pas le plus de fake news parce qu'il y en a beaucoup, mais le plus Et je crois que de c'est la virologie. construction. D'idées reçues. Ouais. Voilà, en ce moment, c'est plutôt la virologie, ouais. Mais on va dire que ouais, il y a des idées reçues, il y a surtout aussi beaucoup d'inquiétudes. C'est quand même une partie de la vie qui est Angoissante. probablement la plus angoissante, effectivement. Enfin, du point de vue des parents, hein, parce que du point de vue de l'enfant, ça va. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi le challenge de faire une information à la fois vraiment concise, à la fois complète et compréhensible. Et la question qui vient juste après ça, c'est est-ce qu'on peut tout vulgariser? Est-ce qu'on doit tout vulgariser? Ou est-ce qu'il y a un risque à trop vulgariser et en simplifiant trop l'information, on dilue le message, on se met en danger au point que le message il soit mal compris, soit mal interprété. Est-ce que, pour toi, Jules, par exemple, est-ce que c'est quelque chose pour lequel ça te, je veux dire, ça te pose problème? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que tu penses est-ce qu'on doit tout vulgariser? Moi, je pense que ça dépend vraiment du sujet. Je pense que vraiment ça va dépendre du thème qu'on prend. Par exemple, je vais citer, vous avez parlé de virologie. Par exemple, le travail que fait The French Virologist, c'est assez incroyable parce que tu peux pas te permettre de trop vulgariser non plus. Il faut des explications scientifiques, il faut des choses carrées, propres pour que les gens comprennent. Moi, en pédiatrie, il y a quand même beaucoup de bobologie, beaucoup de pathologies qui sont simples, qui sont justement virales, mais où les parents ont besoin d'un truc simple. Parce qu'on se rend compte aussi que quand on explique, moi je le vois aux urgences tous les jours, quand tu expliques un peu trop poussé, les parents retiennent que X% de la consultation, tout simplement parce qu'ils sont stressés, tout simplement parce ils ont vu plein de monde dans la journée. Et du coup, moi, je trouve vraiment, en tout cas aux urgences et dans mon boulot, que la vulgarisation, c'est vraiment, enfin, c'est que positif. Mais je pense Ok. qu'en effet, il faut prendre des pincettes avec certains sujets pour pas trop vulgariser. Donc c'est vraiment, je pense, sujet dépendant et il faut s'adapter. Et aussi, personne est cible dépendante parce que tu ne peux pas vulgariser de la même façon à une personne qui a fait des études de santé ou à une personne qui n'est pas du tout dans le milieu, typiquement, ou en fonction de l'âge. Enfin bref, du coup, je pense que cette question est pas du tout à sens unique et qu'il faut vraiment s'adapter à la cible et au sujet. Moi, j'ai juste une petite remarque avant de te laisser la parole, Nawal. C'est que finalement, quand on dit vulgariser, on a tendance à donner l'équivalence avec le terme simplifié. Et finalement, pour moi, c'est en tout cas pas une bonne façon de réfléchir, parce qu'en fait, simplifier, c'est un petit côté pour moi où on dit on va prendre des raccourcis. On va prendre des raccourcis mentaux, on va prendre des raccourcis scientifiques, on va essayer de faire des analogies qui sont pas forcément les bonnes. Et du coup, on va essayer de donner un schéma cognitif à la personne pour qu'elle puisse comprendre une notion complexe, mais avec sa perception du monde et sa simplicité de pensée. Il y a un domaine dans lequel, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez vrai, c'est quand vous essayez de comprendre l'astrophysique. Alors moi, c'est un sujet qui me passionne et donc je regarde plein de choses, j'ai lu pas mal de trucs là-dessus.
Et honnêtement, au début, quand on lit et qu'on essaie de comprendre l'astrophysique, si on reste dans notre conception du monde tel qu'il est et tel qu'on le voit, en fait, on ne comprend pas. Et on ne comprendra jamais rien. Et même encore aujourd'hui, je dis, non, mais on comprend que dalle, en fait. On comprend l'espace-temps et tout. Non, mais c'est imbitable. Le Big Bang, il y avait rien avant, mais il y avait des trucs avant. Enfin, bref, tu comprends rien. Et du coup, c'est là où c'est intéressant de faire la différence entre simplification et vulgarisation. La vulgarisation, c'est accompagner dans l'explication, tout en gardant la complexité. Pour moi, c'est-à-dire, tu vois, on dit, le sujet, il est complexe, mais je vais tenter de vous l'expliquer du début à la fin, sans simplifier, mais en vous amenant toute la complexité du sujet, mais pour que ça reste à votre portée. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à capter la différence que j'ai. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nawal, par exemple. Mais pour moi, c'est une grande différence qu'il faut bien mettre à plat, quoi. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Moi, comme je vois la vulgarisation, c'est rendre compréhensible un contenu. Et ça, quand on partage du contenu, en fait, on a un peu une casquette, pas de prof, mais d'enseignant, enfin ce que tu veux. Quand à partir du moment où tu crées un contenu de vulgarisation, le but, c'est vraiment de rendre un message compréhensible, lisible. Pour moi, c'est ça la vulgarisation, c'est pas forcément le simplifier. Par contre, le problème de la vulgarisation, c'est que quand on veut le rendre compréhensible, des fois, on n'utilise pas les bonnes façons. Des fois, on donne même des messages faux. Et je pense que tout est vulgarisable, mais tout n'est pas à vulgariser. Je le verrai plus comme ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Voilà. Et tu as un exemple, par exemple, tu dis donc tout est vulgarisable. C'est vrai, on peut parler de tout. Il y a des choses qu'il ne faut pas vulgariser. T'as un exemple qui te vient en tête quand tu dis ça ou... Environ, par exemple, il y a des choses qui sont très, très, très compliquées, même si on veut les rendre compréhensibles. Des fois, c'est complexe. Après, Jules parlait tout à l'heure de The French Giro. Lucienne, elle fait un travail de fou. Hein. Moi, je sais pas comment elle fait. C'est vrai que quand tu regardes ces trucs, tu as l'impression que c'est tout limpide. Mais il y a des domaines, pas forcément en médecine, mais d'autres choses où faut avoir des prérequis qui font que si tu les as pas, je pense que, enfin, je sais pas, moi, on m'expliquerait des choses de mécanique quantique ou, comme tu parlais tout à l'heure de l'astro, ou il y a la génétique aussi, il y a des choses en médecine, voilà, hyper compliquées, c'est bizarre. Il y a Jules qui a des étoiles dans les yeux. Mais par exemple, la mécanique quantique, je trouve que c'est un très bon exemple où, par exemple, si tu essayes d'expliquer à quelqu'un une équation mathématique, s'il n'a pas des prérequis même un peu plus compliqués, t'as beau vouloir vulgariser la chose, ça peut très vite être une catastrophe. Donc, je pense qu'il y a tout est vulgarisable, mais à un certain point, il y a des choses qu'il vaut mieux dire, bah voilà, moi, si vous ne savez pas au moins cette chose-là, ça va être compliqué de vous l'expliquer. Ça ne veut pas dire qu'on raberce la personne, l'interlocuteur qu'on a face à nous, parce qu'il y a tous des choses qu'on a devant nous. Si on n'a pas lu tel ouvrage avant ou si on n'a pas lu telle chose avant, bah on peut pas le comprendre. En fait, c'est comme si on te demandait de faire, je sais pas moi, des régressions logistiques à un élève de CP qui a même pas appris à additionner. Enfin, pour moi, c'est ça la vulgarisation. Voilà. C'est un vrai sujet et en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui l'information sur les réseaux elle se veut comme les réseaux, c'est-à-dire on dit c'est accessible à tous. Donc en fait il y a aucun domaine dans lequel on ne devrait pas pouvoir avoir accès à l'information. Et le corollaire de ça c'est de dire bah ouais effectivement on va downgrader la qualité de l'information pour qu'elle soit accessible en un clic, qu'elle soit accessible en une vignette, qu'elle soit accessible en 240 caractères sur Twitter. Et le problème il est que bah effectivement comme tu dis il y a des trucs. En fait, si tu tapes pas des heures et des heures d'autres concepts avant, tu vas pas pouvoir comprendre effectivement les ondes gravitationnelles ou un truc comme ça. Enfin, je veux dire, je prends ce sujet-là parce que c'est typiquement un sujet qui pour moi est un sujet où il y a de la vulgarisation, il y en a plein, et sur YouTube il y a des heures et des heures de vidéos. Mais malgré tout, tu vas prendre une vidéo, tu vas aller au bout de la vidéo sur le Big Bang et tu vas rien comprendre. Alors que c'est vulgarisé, hein, c'est clairement vulgarisé. C'est-à-dire que les mecs, ils prennent le temps de t'expliquer chaque chose. Et en fait, comme tu dis, c'est pas accessible malgré tout, de facto, parce que c'est trop compliqué. Et partir dans l'autre sens en disant, bon, je vais tout simplifier. De toute façon, écoutez, c'est pas compliqué. C'est la 4 dimensions. Bientôt, c'est la 5e dimension. Ça pète dans tous les sens. Il y a de la matière. Voilà. Bonne nuit. Et du coup, c'est là le risque. C'est là le risque. Donc effectivement, bon, vous êtes assez d'accord sur le fait de dire que voilà, vulgariser,
on peut tout vulgariser, mais faut être vigilant. Par exemple, je pense à un de tes posts, Jules, sur la fièvre. J'ai l'impression, enfin, je sais pas si c'est le cas, mais j'ai eu l'impression quand même que c'est un des posts où tu as eu beaucoup de réponses, beaucoup d'interactions. Alors peut-être que c'est pas du tout ton sentiment, mais moi j'avais l'impression que c'était un des posts sur lesquels les gens étaient, enfin, ils avaient beaucoup de ressentis, et c'est probablement un des symptômes les plus flippants de l'enfant, et à la Ouais, fois le plus ouais, et en banal. fait, il y a plein de questions différentes. Donc, en fait, voilà, en 2 diapos, comme tu dis, tu peux pas résumer toutes les réponses à toutes les questions que peuvent te poser les parents. Donc, t'essayes d'apporter les réponses principales, mais c'est sûr que tu ne peux pas tout faire. Enfin, c'est sûr, la fièvre, t'as des centaines de raisons d'avoir de la fièvre, et du coup, tu peux pas te permettre de résumer sur 2 diapos, c'est pas possible. Donc, Et voilà, en fonction des antécédents, tout ça. est-ce que vous, quand vous créez du contenu, ça c'est une dernière question, après on passera à la suite. Euh, Est-ce que vous avez dans votre création de contenu cette volonté de laisser persister le doute en disant, voilà, je vulgarise le contenu, je vous donne des informations, mais sachez quand même que c'est plus compliqué que ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête quand on expose une information? C'est pas une question en disant oui, c'est vrai que je fais ça à chaque fois pour faire bien, mais en gros, est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans votre processus de création ou, in fine, vous dites non, en fait, l'idée c'est d'avoir un message clair et ce côté un peu, c'est plus compliqué que ça en a l'air, on va essayer de le laisser de côté pour éviter de trop brouiller les pistes, en fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête ou pas du tout quand vous créez de l'information? Euh, Ben, c'est vrai que je le fais souvent, surtout sur Insta. Je le dis souvent que voilà, je vous fais un bref aperçu ou des tips ou voilà les principales choses, mais que c'est pas exhaustif. J'utilise souvent ce mot-là parce que bah déjà sur un domaine, je sais pas, c'est peut-être le côté aussi quand on fait de la recherche en médecine où on devient très vite humble et, face à l'immensité que tu as devant toi et que du coup ben on a souvent cette idée de se dire, bah voilà, au final, on a l'impression d'être expert sur un domaine, mais de toute façon, il y aura toujours meilleur que nous. On aura toujours des choses à savoir, premièrement. Déjà, rien que nous en tant que créateurs de contenu, de cours, de tout ce que tu veux. Et surtout, quand on présente des choses, des thèmes sur ce type de réseau social-là, comme Instagram, où tu es limité à quelques slides, tu peux pas balayer tout un thème. C'est impossible. Tu choisis forcément des highlights, des key points, des bullshits, ce que tu veux, pour tenter de dessiner le plus grand nombre de facettes d'un domaine. Mais ouais, ça c'est sûr que c'est forcément quelque chose qui vient en tête et qui est important à dire aussi, je pense. Mm. Non, c'est clair, c'est clair. Moi, je suis assez d'accord avec toi. En fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord mettre une petite boîte à questions pour savoir si les gens ont des questions. Quelles questions ils ont sur tel sujet. Parce que j'essaye d'être le plus exhaustif possible. Après, je sais très bien qu'il y aura des questions et ces questions, elles sont intéressantes parce que c'est des choses qui pour toi peuvent te paraître simples et en fait, une question toute simple, en fait, il peut y avoir plein de parents qui se la posent derrière. Donc finalement, à chaque fois, je sais qu'il va y avoir des commentaires avec des questions particulières et j'essaye de les repartager en story pour montrer à ceux qui l'ont raté que oui, vous n'êtes pas les seuls à vous poser cette question, à ne pas avoir osé demander au médecin, parce que ça, il y en a plein qui me disent ça en DM en particulier. Voilà, désolé pour la question, je n'ose pas demander à mon médecin. Les gens osent plus parce qu'ils sont pas en face de toi, je pense, et voilà, tu apportes quelque chose qui est pas forcément facile à avoir en consultation, je pense, parce que quand ton médecin il a encore 15 patients en salle d'attente, bah peut-être qu'à un moment il abrège aussi un peu la consultation et on peut apporter je pense, des petites choses en plus derrière. Ouais, alors juste avant de passer peut-être à la question d'après, tu as dit un truc intéressant. Je pense que je voulais simplement introduire ça si les gens connaissent pas. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Alors c'est plus compliqué ce qui n'y paraît et je vais clairement pas rentrer dans le détail parce que je veux pas faire du Non, mais Dunning-Kruger sur l'effet Dunning-Kruger. tu vas Euh, vulgariser. mais Ouais. voilà, mais je vais faire clairement ce que critique cet effet-là, c'est-à-dire que en gros, si je peux le résumer de façon simple, sans le simplifier, mais en disant, en essayant de faire une conclusion, Vas-y. l'effet Dunning-Kruger, c'est qu'on a finalement une illusion de compétence, surtout quand on commence à apprendre quand on commence à s'intéresser à un sujet. Généralement, on acquiert assez vite de la confiance en soi sur ses capacités d'acquérir un certain nombre de connaissances. On va essayer de faire revenir Nawal. On a Voilà. perdu Nawal. Et en fait, alors que nos connaissances sont clairement très limitées, on a l'impression d'être très très à l'aise avec ces connaissances et de les maîtriser. Euh,
Alors que quand on connaît mieux le sujet, hello, hello, come back. Ouais. Quand on connaît beaucoup mieux le sujet, on est beaucoup plus humble par rapport à ses connaissances et on voit exactement ce que tu disais, Nawal, c'est-à-dire qu'on voit l'immensité en fait de tout ce qu'on a compris, mais aussi de tout ce qu'on n'a pas compris, et on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus rationnel, où on a des gens qui parlent de leurs connaissances avec beaucoup plus de parcimonie. Et c'est vrai que d'un côté, moi, je vois surtout les gens quand ils apprennent des connaissances avec l'effet de Dunning-Kruger. Au début, en fait, on a tendance à simplifier avec nos biais cognitifs ce qu'on apprend parce que, bah, du coup, pour se simplifier la compréhension, et du coup, on a l'impression de tout comprendre parce qu'en fait, on a tellement utilisé nos biais cognitifs que finalement, tout est simple. Et plus on avance dans la connaissance, plus on se rend compte de ces biais-là. Et cet effet-là, je le trouve assez intéressant parce que finalement, c'est probablement un des effets les plus prégnants sur les réseaux sociaux, puisque en fait, les gens partagent du contenu sans savoir, commentent du contenu que toi, tu auras vulgarisé, mais en étant quand même scientifique, en étant un peu expert de ton sujet, tu l'as vulgarisé, c'est-à-dire que tu l'as rendu accessible, mais la partie de la connaissance que tu as montrée, c'est absolument pas tout ce que tu as derrière. Et du coup, c'est assez marrant. Et cet effet-là, c'est vrai que si ça vous intéresse, il y a énormément de choses sur les réseaux par rapport à cet effet de Dunning-Kruger, des vidéos YouTube. Il y a notamment la dernière vidéo du YouTuber qui s'appelle Monsieur Sam qui est très intéressante là-dessus. Et du coup, vraiment, je pense que c'est un truc qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on commence à s'intéresser à un truc et qu'on a l'impression de le maîtriser, eh ben, on ne maîtrise pas du tout en fait. Et il faut vraiment être très humble par rapport à ses connaissances. Voilà, petit encart sur l'effet de Dunning-Kruger. Tu veux continuer? Très bel encart, très beau fond vert. Tu veux peut-être continuer, Renaud? Ouais. Ouais, c'est clair. Justement, Jules, t'en parlais un peu dans ce que tu disais avant que Nance nous fasse une très belle vulgarisation de l'effet Dunning-Kruger. Quand tu disais que tu sais que tu vas avoir des commentaires qui vont te demander soit d'aller plus loin, soit te dire oui, mais c'est pas tout à fait ça. Bon, peu importe d'ailleurs. On voulait savoir comment vous réagissez par rapport à ça, que ce soit dans les commentaires ou dans les DM que vous allez recevoir, que vous recevez certainement, des commentaires qui vont être contradictoires, voire un peu même, qui vont expliquer que soit c'est n'importe quoi ce que vous avez raconté, soit c'est comment est-ce que vous ressentez ça, et puis comment est-ce que vous réagissez? Point d'interrogation. Du coup. Ouais, vas-y. Okay. Bon. Alors moi, j'en ai pas beaucoup des trucs comme ça, mais je pense parce que j'ai pas. Je pense que t'en as sûrement moins que Jules parce que c'est pas le même sujet, on n'a pas les mêmes communautés non plus. Par contre, j'en ai déjà eu 2-3, notamment sur un thème, c'était un peu rigolo. J'avais fait quelques slides sur, en gros, une tentative de clash de stéréotypes sur la MPR, comme quoi en médecine physique et réadaptation, on n'utilise pas le médicament, alors que c'est faux, il y a plein de médicaments. Et j'avais fait un truc sur le baclofène. Et il y a une abonnée qui m'avait écrit en commentaire, puis on en a reparlé un peu après en DM, qui m'a dit voilà, le baclofène dans la paralysie cérébrale, c'est complètement has-been. Il faut promouvoir la drésotomie en France. Enfin, c'est des trucs d'hyper spécialisation, quoi. Donc je me voyais pas sur Instagram faire un topo sur la prise en charge de l'hyperactivité musculaire dans la paralysie cérébrale. Enfin. C'est pas que c'est pas intéressant. Moi, franchement, ça m'intéresse. C'est des trucs sur lesquels je bosse au quotidien. Les personnes qui sont, enfin, on appelle ça anciennement IMC, infirmité motrice cérébrale. Maintenant, c'est paralysie cérébrale. Je vois des patients comme ça, enfants, adultes, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Mais c'est hyper compliqué, hyper spécialisé. Je pense qu'il faut pas rentrer dans des choses comme ça. Et du coup, voilà, les commentaires comme ça, moi, je les accepte, il n'y a pas de souci. Je dis, voilà, j'ai juste voulu parler d'un type de traitement parce que c'est un truc que tout le monde connaît, ce que c'est le baclofène. C'est surtout utilisé comme traitement tabuse dans les sevrages alcooliques, mais moins connu dans la spasticité. C'est pour ça que j'ai voulu en parler. Et donc, c'est pas grave, on en a parlé en DM, on a échangé, c'était hyper intéressant. Mais bon, après, je suis pas trop concernée par le problème, donc ça m'a pas touchée. Je me suis juste dit, la personne, elle a pas voulu comprendre ce que j'ai fait, c'est rien. Et puis on échange et puis c'est hyper intéressant. Mais je me tape pas des trolls sur Instagram en mode 24 encore. Pas encore. J'espère pas. Ça viendra. Et toi, Jules, du coup, des petites informations par rapport à ça? Plusieurs types de commentaires différents. Encore une fois, ça dépend de la cible.
je vais avoir facilement, si je dis une petite bêtise sur une dernière reco par exemple que j'ai pas regardé ou autre, la team externe que j'adore et qui me rectifie parfois sur des petits trucs genre ah non t'as pas vu la dernière reco, ça c'est trop bien parce que moi ça me permet en Ouais. plus de revoir des trucs que j'avais pas encore lus, donc ça c'est top. J'ai le côté commentaire sympathique avec un petit bonjour, avec je pensais que, mais en fait toi tu dis ça, est-ce que voilà ça c'est toujours sympathique pareil de discuter, de savoir un petit peu ce que pensent aussi les gens sur certains sujets. Et puis, tu as ce type de commentaires où les gens sont directement agressifs, comme si on était sur Twitter Ouais. finalement, Oui. et te disent que tu dis de la merde, alors que toi, tu n'as pas dit que c'était la vérité absolue. Tu essayes de partager de l'information, et là, tu te fais éclater. Et en fait, ça, moi, j'avoue que ça m'énerve, mais j'essaye de pas le montrer. Hein, c'est un secret. J'essaye de juste répondre, voilà, ok. Est-ce que vous pouvez me citer des sources? Parce que c'est souvent des gens, malheureusement, Mm. qui n'ont pas forcément de sources derrière. Et avec plaisir. Et puis, pareil, j'aime bien savoir et je leur demande souvent dans quel milieu ils travaillent, etc. Parce que parfois, ça va être des gens qui sont carrément spécialisés du truc. Donc, forcément que je vais voilà, être encore plus touché. Et d'autres qui font pas du tout ça, mais qui ont eu beaucoup d'idées reçues ou d'histoires dans leur vie qui ont fait qu'ils ont ce discours-là. Mais Ouais. du coup, voilà, j'essaye de ne jamais m'énerver et de toujours demander au moins une source et pour pouvoir lire des choses. Il y a des gens qui me disent, voilà, j'ai lu une étude qui montrait ça, 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 donc que ce que tu dis, c'est une connerie. Et ben, je leur dis avec plaisir, je veux bien la lire et je veux bien passer du temps si j'ai raté un truc. Malheureusement, Ouais. souvent, il n'y a pas beaucoup de réponses à ça. Mais Parce que, par exemple, enfin, je prends cet exemple parce que je me rappelle avoir vu passer ça quand tu fais des vidéos, notamment qui expliquent que la noyade sèche ou que le syndrome de Kiss n'existe pas, enfin des choses comme ça, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, eux, ont vécu, bah, dans leur vécu, oui, personnel, vraiment, ont vécu ça. exactement. Et puis donc du coup, il dit n'importe quoi. Mon petit neveu, il a eu ça. Mm. En plus, ça peut C'est être vrai. dramatique des fois. Voilà. Donc j'imagine que ça fait réagir, quoi. Ça fait réagir Je- sur certains sujets, tu en as beaucoup plus que d'autres, et puis tu as des sujets qui sont forcément plus touchy, hein, on le sait. Hein, t'as, tout simplement, le sujet de la vaccination, ça va être plus touchy. Tu sais Ouais, très bien que tu arrives sur un truc qui va flamber. Je vais te donner l'exemple en pédiatrie de l'allaitement, par exemple, où tu vas avoir ah d'un ouais, côté ceux qui vont te reprocher de trop prôner l'allaitement parce que ça va pointer du doigt celles qui n'allaitent pas, mais inversement, si tu pointes, enfin, tu vois, c'est un sujet compliqué c'est comme pas assez la aussi. Ouais. diversification alimentaire. Et en fait, tout le monde va avoir sa propre expérience, va avoir son propre vécu. Et du coup, il faut accepter. Et d'ailleurs, moi, c'est des sujets que j'évite d'aborder tout simplement parce que je pense que le vécu de chaque personne est aussi important que nos études à nous et que du coup, bah, tu pourras pas convaincre tout le monde. Toi, l'important, c'est moi vraiment, ce que j'aime, c'est faire passer des messages importants. Après, les sujets où je sens que c'est trop touchy, je sais que je préfère en parler en vrai que sur les réseaux où en plus ça peut flamber hyper rapidement, quoi. Ok. Ok, alors du coup, ça me permet d'enchaîner sur un autre truc. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez la loi de Brandolini? Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, je vais Moi, vous je sais, expliquer. hein. Ouais, toi, je sais que tu sais. Donc, en fait, la loi de Brandolini, alors ça vient d'un informaticien qui s'appelle, qui est italien, qui était Brandolini, mais surtout, c'est plutôt intéressant ce qu'il a dit. C'est ce qu'on appelle le principe d'asymétrie des idioties. Alors, c'est très simple, hein. C'est la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter une idiotie est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. En gros, il faut beaucoup plus de temps pour déconstruire le bullshit plutôt que pour le construire. Et donc ça s'appelle la loi de Brandolini et c'est quelque chose qui est que l'on voit en permanence sur les réseaux sociaux et qui est finalement ce qui va peut-être un petit peu brouiller la qualité de l'information et la difficulté de produire de la bonne information ou de contredire cette fausse information. Donc là, je vous donne juste un petit chiffre. C'est sur YouTube, en fait, il y a à peu près 30% des 150 vidéos les plus regardées sur le Covid-19 qui contiennent des fausses informations. Donc ça vous Ouais. étonne peut-être pas, mais quand même 150 vidéos qui sont les plus regardées qui contiennent de la fausse information. Oui, Alors puis c'est là, facile de... on parle de vidéos à plusieurs, parfois centaines de millions de vues, quoi. Donc ça touche vraiment un Exactement, monde. On n'est pas du tout un monde assez impressionnant. sur Instagram, l'Instagram français médical, hein.
Donc, par On est exemple, sur les vidéos anti-vax américaines, c'est ça, aux Ouais. États-Unis, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. La question est, sur Instagram, il est assez facile de créer un post, et de dire, voilà, l'homéopathie, ça marche, point. Et du coup, bah, la quantité d'énergie qu'il va falloir pour le déconstruire va être beaucoup plus importante, puisqu'il va falloir aller chercher les sources, aller montrer non, c'est pas vrai, parce que si, parce que ça. Et du coup, ça, c'est quand même un gros problème. Et c'est pour cette loi de Brandolini explique en partie pourquoi les fake news circulent beaucoup plus facilement que les sources vérifiées. Vous l'avez dit au début, ça prend du temps de construire un contenu de qualité, en tout cas un contenu qualité ou pas qualité, mais sourcé et honnête. Ça prend du temps. Voilà. Donc, en gros, la question qu'on vous pose là, c'est quoi votre réaction quand vous voyez circuler une fausse information? C'est quoi votre réaction? Soit une fausse information qui vous concerne, ou qui est en réponse à une de vos productions, ou quelque chose où vous savez que c'est faux, et quelle est votre façon de réagir à ça, en fait, sur les réseaux sociaux? Ça dépend sur quels réseaux sociaux c'est. Sur Instagram, des fois, ça m'arrive de repartager en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis ben, je remets une info derrière, un peu citée, etc. pour voilà un peu casser. Mais ça, je le fais peu souvent. Sur Twitter, il y en a tellement que en fait, c'est ça ma tête. Voilà. Voilà, parce que c'est n'importe quoi. Sur Facebook, c'est souvent, il y a des vidéos, des choses comme ça. Alors, au départ, c'est vrai que je m'amusais à commenter. Et puis, bah, tu te prends un commentaire dégueulasse, un deuxième, un troisième. Puis, au bout d'un moment, tu te dis, bon, voilà. Donc, en Pourquoi se fait, fatiguer? exactement. Donc, en fait, ça dépend du type d'info. Mais globalement, j'essaye de toujours mettre un petit quelque chose, surtout quand c'est de l'info scientifique. Parce qu'au final, t'as des fake news un peu sur tout et n'importe quoi. Hein. Telle personne qui serait morte, telle personne qui a fait du détournement, je sais pas quoi. T'as des infos sur tout, en fait, les fake news. Hein. C'est pas que dans le domaine de la santé. Mais quand c'est des choses de la santé sur lesquelles j'ai l'impression que je peux dire quelque chose, soit parce que ben, j'ai lu un truc qui me paraissait cohérent, robuste, etc. Et puis je le remets en général en réponse en argumentaire. Ou c'est peut-être des fois des choses que je connais aussi de ma pratique, mais ça c'est plus rare. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant j'ai plus tendance à voilà, c'est chiant. Comme par exemple les histoires de Covid, anti-vaccin, 5G compagnie, voilà, c'est navrant en fait. Donc voilà, c'est peut-être pas le bon raisonnement, mais c'est c'est un peu énervant et tu as l'impression de mettre de l'énergie dans un moulin indéfini à conneries. C'est vrai. Donc C'est vrai. voilà. C'est Mais vrai. c'est intéressant, on y reviendra après ce que tu dis, mais vas-y, Jules, je t'en prie. Non, j'allais dire un autre exemple, c'est souvent les gens qui contredisent une information avec avec de l'épidémiologie. Nous, on sort un truc avec de l'épidémio, des chiffres qui ont été étudiés, et puis en retour, tu as des exemples. Je vais te donner j'ai des exemples de vie, genre par exemple, je parle de la mort inopinée du nourrisson, la mort inattendue, pardon, et puis je vais dire que voilà, les peluches augmentent de 30% le risque de mine, et puis en réponse, je vais avoir moi, mon fils a dormi pendant 10 ans avec des peluches et sur le ventre et il n'est pas mort. Oui. Là, tu te dis, voilà, il y a une expérience personnelle et il y a aussi le fait de te donner des infos et les gens vont toujours avoir des contre-exemples. Et c'est dur de contredire ça parce qu'au début, tu essayes, tu remets l'information du pourcentage et puis au bout d'un moment, tu as compris que ces gens-là, ils sont pas accessibles forcément à cette information-là et qu'ils vont vouloir se protéger aussi en se disant, bah voilà, moi, j'ai pas eu ce problème alors que j'ai pas suivi les recos machin. Donc, c'est que finalement, c'est pas si vrai que ça. Ça, c'est un peu dur et tu peux pas combattre Ben tout le ça, temps c'est ça. typiquement ce qu'on appelle le biais du survivant, c'est-à-dire que tu ne t'intéresses qu'aux gens voilà, c'est-à-dire que si tu prends 2 millions de personnes et que tu leur dis, tu les fais tous dormir sur le ventre une peluche, tu vas forcément, tu dis 30% d'augmentation de mortalité. Un certain nombre de ces gens vont mourir. Tous ceux qui ont survécu vont dire, attendez, ben nous, ça nous a rien fait du tout. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ce Et qu'il raconte, du coup, sur ce que tu disais, Nawal, c'est assez intéressant parce qu'en fait, je pense que ce qu'il faut vraiment, ça c'est peut-être un petit conseil. Alors on voulait réserver les conseils pour la fin, mais c'est très intéressant la façon, enfin ce que tu disais sur les fake news en fait et la façon dont tu réagis par rapport aux fake news. Parce que c'est vrai que de toute façon, ces informations sont faites pour qu'on réagisse. C'est-à-dire qu'elles sont construites pour qu'on réagisse.
parce que l'algorithme des réseaux sociaux qui va proposer ce post à de plus en plus de monde si il fait de l'interaction, puisque c'est quelque chose qui va rassembler un certain nombre de monde, où il y a de l'émulation, et donc forcément la personne, ou en tout cas la façon dont ça fonctionne, fait que ce post-là va être présenté à beaucoup plus de monde par effet ricochet, et de fait, même en combattant sous le post qui est du bullshit complet, en disant non c'est faux, en répondant à tout le monde en disant non c'est faux, en fait, on participe à la propagation de l'information. C'est un petit peu ce qu'on appelle l'effet stressant. En fait, l'effet stressant, c'est en fait on veut éteindre un bad buzz et en fait on le propage. Hein. Il y a un exemple assez récent, par exemple Gad Elmaleh qui s'était fait épingler parce qu'il faisait du plagiat par un YouTuber qui s'appelait Copy Comics. En fait, ses avocats avaient fait fermer la chaîne Copy Comics et en fait, les vidéos de Copy Comics avaient fuité. Vu qu'ils avaient tout fait pour fermer la chaîne, en fait, elles ont beaucoup plus fuité que s'il avait rien fait, parce que Copy Comics c'est pas très connu. Et en fait, le problème, c'est que les réseaux sociaux les réseaux sociaux pas vraiment, mais en tout cas les algorithmes se basent là-dessus. Donc aujourd'hui, si vous le savez pas, pour ceux qui regardent ce live, il y a un certain nombre d'onglets qui sont disponibles dans les signalements de publications. Vous pouvez très bien, quand vous voyez une publication qui raconte ostensiblement une fake news, vous avez la possibilité de la signaler. C'est-à-dire vous dites cette publication diffuse du faux contenu, notamment sur le Covid-19, il y a un onglet. Et ce qui permet en fait de remonter au réseau social sans donner de vitrine à cette publication. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas débunker les conneries, parce que forcément, il y a des gens qui y croient et qui sont de bonne foi. Et ça n'empêchera pas derrière de faire une vidéo sur le sujet en disant bah oui, voilà, j'entends parler du graphène dans les vaccins. Bon, c'est une connerie, voilà pourquoi c'est une connerie. Mais le fait d'aller répondre directement sous les posts a un petit effet pernicieux et pervers de donner encore plus de visibilité à ce post. Et les gens vont pas aller forcément lire tout ce que toi t'as dit, toutes les sources. Ils vont juste voir il y a du graphène dans les vaccins. Regardez, je suis magnétique quand je passe à côté d'un frigo. Et c'est tout quoi. Et ça, c'est vraiment tout le problème. Et c'est là où cette fameuse loi de Brandolini, elle s'applique le plus. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Si vous en voyez, en tout cas, circuler. N'hésitez pas à les signaler plus qu'à les commenter. Moi, je faisais beaucoup de commentaires avant et honnêtement, maintenant, je fais beaucoup plus de signalements que de commentaires. Je te félicite en tout cas pour toutes les noms de lois que tu as trouvés, c'est assez incroyable. Hein. À chaque fois qu'on parle d'un sujet, tu as une nouvelle loi qui sort du chapeau. Incroyable, bravo à toi. Hop là. Allez, la loi de Nance. Et il en a encore plein. Il en a encore plein. J'en ai des milliards. Sous le coude. J'en ai des milliers, mais ça c'est tout le champ de l'esprit critique qui est très très intéressant. Ouais. Donc là, du coup, ça me permet d'arriver sur la question suivante. Donc ça, c'est un fait qui a été remonté dans des études. Ce sont des données américaines, mais 9 Américains sur 10 ne vérifient pas les sources qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire, voilà, vous avez une information qui arrive, 9 personnes sur 10, alors, ce sont des Américains avec tous les biais que ça représente, et j'en sais quelque chose pour y habiter actuellement, mais d'une certaine façon, j'ai pas trouvé les statistiques françaises, c'est pour ça que je vous mets celle-ci. Mais donc 9 personnes sur 10, c'est-à-dire 90% des informations qui sont proposées sur les réseaux sociaux ne sont pas vérifiées par les gens qui les reçoivent. Ma question pour vous, c'est est-ce qu'on doit tout vérifier? Est-ce qu'on doit tout vérifier? Est-ce qu'on peut introduire un certain nombre de curseurs de confiance? Voilà, et puis on pourra revenir sur les médias dits traditionnels et le journalisme scientifique. Mais est-ce que pour vous, on doit tout vérifier? C'est-à-dire que vous avez une information, est-ce que avant de la valider comme étant fiable, vous la vérifiez? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou qu'il faut faire? Déjà, moi, je dirais qu'il faut vérifier, c'est peut-être bête à dire, mais la personne qui la poste. Parce que tout simplement, il y a des comptes qui sont validés, qui sont connus, qui sont avec des scientifiques, avec des gens qui ont l'habitude de poster du contenu vrai, véridique et scientifiquement prouvé. Et dans ce cas-là, forcément, tu vas plus avoir le partage facile, sans aller vérifier, parce que tu sais qu'il fait déjà un travail de partage. Par contre, je pense qu'il faut faire super gaffe au partage de trucs de gens que tu connais pas, en fait, parce qu'il y a beaucoup de fake comptes, il y a beaucoup de gens qui s'inventent des connaissances ou des
je sais pas comment dire, mais des compétences. Et du coup, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. La première chose, je pense, c'est de vérifier d'où ça vient. Ça, c'est une première chose, je pense. Ça, c'est effectivement probablement le bon réflexe. Mais j'ai une petite question pour toi. Didier Raoult a un compte certifié sur Twitter. En effet. Et c'est le Non, plus mais grand J'adore virologiste, Didier. microbiologiste du monde. Alors, Non, mais, enfin, Il a pris, là, Bien sûr. là où est la limite du curseur de confiance, c'est que Tout à fait. souvent le curseur de confiance, on l'attribue par ce qu'on appelle l'argument d'autorité, c'est-à-dire que cette personne fait autorité. c'est la loi de Jefferson. C'est la loi de Jefferson. Pas du tout. C'est la loi de l'autorité. Non, c'est vraiment ça, c'est l'argument d'autorité. C'est Ah, oui. je suis Jean-Michel scientifique, donc je parle de science et donc j'ai la notoriété pour vous parler de ça. Mais effectivement, c'est probablement, on va dire quelque chose de la première chose à faire. Je suis Bah, d'accord. oui, En tout cas, c'est je suis d'accord avec toi. Hein, c'est C'est pas un du tout bon pour mettre réflexe, un en peu tout sur cas. C'est un bon réflexe, J'ai effectivement, bien. vérifier la source. Et toi, Nawal, est-ce que tu as des petits J'avoue que moi, je suis pas forcément hyper d'accord avec Jules, même si je comprends tout à fait le fait de se dire, voilà, des personnes qui sont reconnues dans leur domaine en général, voilà. Mais il y a beaucoup de conflits d'intérêts qui peuvent exister. Donc moi, je me méfie énormément. Tu as des gens qui peuvent se dire être spécialistes dans leur domaine, mais qui en fait, pour de l'argent, pour d'autres services, etc., elles sont prêtes à mettre en péril justement leur notoriété et leur intégrité même pour diffuser des choses qu'elles n'ont pas vérifiées, qu'elles savent des fois même pertinemment que c'est n'importe quoi. Donc, Ah, on est encore sur Didier Raoult, du coup, là. C'est ça? non, pas Non, forcément pardon. Raoult. Comment il s'appelait là Oups. il y avait un prix pas Nobel, de là, ça. je sais plus comment il s'appelait. Nabila. Luc Montagnier? Non, pas. Oui, voilà, non, pas Nabila, non, mais n'importe quoi, c'est pas le genre de référence. Non, un Non, ex, mais pas un futur prix Montagnier, Nobel. c'est ça, exactement, Luc Montagnier, c'est ça, et qui a dit beaucoup de bêtises l'an passé. Mais Ça fait au bien final, 10 la ans même, question, ouais. c'est de se dire, est-ce qu'au final, il les a dit parce qu'il y croyait vraiment, qu'il en était persuadé? Pourquoi est-ce qu'il en était persuadé? Et est-ce que on n'a pas utilisé sa notoriété pour l'en persuader de diffuser ce type d'informations? Donc, après, pour les informations qui sont pas, on va dire, polémiques, là, par contre, je suis d'accord avec Jules, je regarde d'où vient l'information. Et en général, j'essaye de prendre des informations d'instance qui sont validées. Mais pour moi, un compte certifié, ça ne veut pas dire que la personne qui diffuse l'information, c'est de la qualité. En fait, ça veut juste dire qu'on sait que ce compte-là, c'est cette personne qui est derrière. Moi, pour moi, un compte certifié, c'est ça. J'ai pas dit certifié, hein, je retire. Ou si je l'ai dit, je me suis trompé, mais je voulais Bah, dire. j'ai un compte compris que ça, moi. Non, c'est les gens dans les Une commentaires, c'est personne Cacadoc que qui tu dit connais, certifié. Ouais. D'accord, moi, Ouais, j'avais ouais. compris Moi, que je suis pas j'ai certifié compris. alors que je dis pas de conneries. D'accord, non, mais j'ai compris compte vérifié ou un truc comme ça, tu vois. Non, je voulais Mais dire compte que tu connais, dont tu connais la d'accord. production Non, mais ça marche. habituelle, Non, plutôt bah, qu'un compte j'ai qui sort mal de nulle part. entendu, désolée. Par contre, quand c'est des choses polémiques, etc., j'avoue, je suis hyper méfiante en fait. Parce que il y a tellement d'histoires de conflits d'intérêts, de manipulation de la pensée collective, etc., que j'avoue que je garde vraiment le côté critique. Et en tout cas, quand il y a des choses qui sont très très polémiques, avant qu'il y ait des positions officielles sur les choses, mais par des instances très actées, etc., moi je me prononce pas. Parce que je me trouve pas légitime et que j'ai pas envie tout simplement de participer à ce genre de débat. Et je préfère être spectatrice et me dire, voilà, je regarde tout ce qu'il y a autour, vraiment à prendre le maximum d'opinions et puis d'en déduire après une information, quoi. Et quand tu vois sur les réseaux sociaux, par exemple, vous pouvez faire cet exercice qui est assez drôle. Vous allez, par exemple, sur une publication Facebook qui dit c'est prouvé, boire de la bière rallonge l'espérance de vie. Enfin, tu sais, il y a toujours des trucs comme ça. Te fait perdre 30 kilos. Voilà, boire de la bière fait perdre du poids. Alors, c'est très simple parce que c'est marrant. Alors, des fois, c'est des trucs qui sont un tout petit peu plus, qui paraissent un tout petit peu plus scientifiques. Il y avait une des publications dernièrement que j'avais vu passer sur la mémoire. Enfin, en gros, les gens qui ont des pertes de mémoire sont en fait beaucoup plus intelligents que les autres, je sais pas quoi. Enfin, bref. Donc les gens se taguent en disant ah t'as vu machin, je suis super intelligent, pas toi machin. Et en fait, bon, tu cliques dessus, donc c'est un espèce de site. Je sais pas, un espèce de truc avec un tas de trucs comme ça, qui cite un autre article d'un autre site. Donc tu vas chercher l'information, tu vas cliquer sur ce site. Ce site va citer des fois un article scientifique ou
un autre site. Donc en fait, il y a une espèce de téléphone arabe de l'information. Et quand tu remontes à la source, et là j'étais remonté jusqu'à la publication originale dans laquelle les gens, dont le premier article s'inspirait. Et en fait, c'était un article scientifique dans lequel il disait, mais pas du tout ça, quoi. Mais alors, mais pas du tout. Effectivement, il parlait de mémoire en disant, et plus c'était une revue de la littérature, c'était pas du tout et du coup, tu arrives au bout de la chaîne et tu dis, mais bon, pourquoi en fait on me donne cette information? Est-ce que je suis d'accord que les gens se taguent en rigolant, en disant, ah, t'as vu, toi, espèce de poisson rouge, en fait, t'es super intelligent et que c'est marrant. Mais quel est le curseur que tu mets entre une information comme ça où tu dis je m'en fous, en fait ça change pas ma vie, et quelque chose qui peut impacter ta vie comme les vaccins, le confinement, tu vois. Et à quel moment est-ce qu'on arrête notre vérification de l'information? C'est un vrai débat, hein, parce que comme tout le monde, hein, je pense que Renaud aussi, je veux dire que des fois on lit des choses, voilà, on vérifie pas forcément tout parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on se dit cette personne je lui fais confiance. Oui, puis on peut se faire avoir, hein. Ça arrive aussi. Hein. Et on se fait avoir. Et on se fait tous avoir de temps à autre, j'imagine, quoi. Après, quand tu te poses la question du pourquoi et à quel moment on passe d'un article scientifique qui dit quelque chose à 3-4 sites qui reprennent en simplifiant, en mélangeant, puis en faisant des titres bien putaclic comme on dit, justement pour faire cliquer, en fait, hein, ça sert que à ça, hein, je veux dire. Comme toutes les publications sur Facebook qui disent dans tes amis, les gens dont le prénom commence par M, W et K te payeront le resto la semaine prochaine, et tous les gens qui taguent des gens, en fait, on récupère juste leur data. Ça sert juste à ça, quoi. C'est du data mining de base ou faire monter une page avec des interactions, avec du plus 100 000% d'interactions sur une semaine et la revendre après. Exactement. Après, il y a une phrase qui est souvent sur les réseaux et qui peut paraître fausse, mais qui est pourtant vraie, c'est les chauves sont très charmants. J'ai lu ça souvent, les chauves sont... Moi, j'ai remarqué que c'était vrai. Moi, comme ça, l'expérience personnelle, moi, personnellement, alors, ça va pas tarder. Narcisse, on va être tout à fait d'accord et on va parler de biais de confirmation, du coup. Exactement. N'importe quoi. Une autre loi, il y a une histoire, il y a une histoire comme ça, effectivement. Il y a une histoire comme ça qui s'appelle l'histoire de la dent de Fontenelle, mais bon, bref, je vous la raconterai dans un autre épisode. Oui, sur la dent en or d'un enfant, tout ça, enfin bref. Il a quand même envie de la raconter. Hein. J'ai quand même. Allez, je vais vous la raconter. Allez, non, en fait, c'est l'histoire d'un enfant. Alors, je sais plus exactement quand c'était dans l'ancien temps, on va dire. Et en gros, c'est un enfant qui disait il a perdu toutes ses dents et il y a une dent qui a repoussé et qui est une dent en or. Et donc, il y a je sais plus quel gars. Alors, c'est pour ça qu'il faut que je la refasse avec les vraies sources. Mais je sais plus quel gars avait écrit un bouquin dessus en disant oui, cette dent en or, c'est la révélation divine. De machin. Et en fait, au fur et à mesure, tout le monde a écrit des livres, des essais en disant la fameuse dent en or de l'enfant, machin. Mais personne n'est allé vérifier si l'enfant avait vraiment la dent en or. Et il se trouve qu'un orfèvre est allé vérifier cette dent en or et s'est rendu compte que cette dent en or n'était en fait qu'une feuille d'or qui avait été déposée sur la dent de l'enfant justement pour créer cette histoire. Et en fait, ça s'était tellement propagé et que personne n'avait pris le temps de revenir à la source de l'information pour en fait se dire à la base, ah non, mais à la base, c'est une grosse connerie, donc on va pas essayer de théoriser sur une grosse connerie. Et donc, c'est pour ça que ça me fait penser à cette histoire-là, en disant, moi aussi, ça m'y faisait penser. Ouais. Le truc des chauves, là. Ouais, moi aussi. Ouais. il y a un mec qui a perdu tous ses cheveux, puis après, il avait en fait le crâne en or. Genre, tu l'as raconté comme ça. Non, non, c'est parce que le mec qui a perdu tous ses cheveux, il était beau avant de perdre tous ses cheveux. Voilà. Bien joué. C'est ça, les gars. Voilà. Tout le monde n'aime pas les chauves. Corrélation n'est pas causalité, d'accord? Tout à fait. Non, mais, donc, non, mais c'est intéressant de se dire, bon, la question à la base était, doit-on tout vérifier sur l'information? Alors, moi, je vous donne ma version, vous allez me donner la vôtre. Moi, je dis, oui, on vérifie tout. Et surtout, plus... Il y a un théorème, une autre loi, non, ça c'est pas une autre loi, c'est juste moi qui vous le dis, enfin en tout cas c'est comme ça que je fais, plus ça a l'air sensationnel, moins j'y crois, ou en tout cas plus il me faudra des preuves pour que j'y adhère. Donc ça veut dire que j'irai vérifier chaque information
sur ce sujet. Sur des choses, comme tu disais, de la vie de tous les jours, bon, bah, je ne vais pas forcément m'apesantir dessus, mais plus ça a l'air fondamentalement sensationnel et ça va à l'encontre de toutes les lois de la physique et de l'entendement, plus il va me falloir des preuves et donc plus je vais aller vérifier. Alors, je ne sais pas comment vous faites vous, mais moi, j'essaie d'appliquer ça, par exemple. Moi, j'essaye de vérifier la source que si j'ai envie de sortir la phrase en soirée et que j'ai vraiment envie de passer, tu vois. Mais si c'est un truc qui m'intéresse pas, je vérifie pas. Par contre, si c'est un truc où là, je me dis, ah, ça, c'est quand même intéressant de le savoir. Ouais, je suis d'accord avec toi, je vais vérifier. Mais j'aurais pas le courage de tout vérifier sur tous les trucs, sur les coccinelles et les bières et tout. Moi, c'est la même chose que Jules. Alors, pas forcément pour les ressortir, mais en tout cas, voilà, pour la culture. Et oui, des fois, par exemple, parler, ah, bah, tu savais, ce truc-là, des fois, c'est vrai que ça peut être sympa. Mais je ne vérifie pas tout parce qu'il y a des trucs, ça a l'air tellement saugrenu. Par exemple, tel fruit hyper étrange de tel pays. Ça, c'est le genre de trucs qu'on trouve sur Facebook. Ce fruit-là permet de soigner du cancer de je sais pas quoi. Voilà, bon, les trucs comme ça, je clique même pas dessus parce que j'aurais peur que ça me fiche mes données ou que ça m'installe, je sais pas quel cookies pourri sur mon ordinateur. Voilà. Mais par contre, oui, quand il y a des choses, je me dis ah ouais, c'est bizarre, ouais, c'est intéressant et tout. Là, oui, c'est vrai que j'aurais peut-être tendance à vérifier. Ouais, ok. Ok, Et toi, ok. Renaud, alors? Ouais, alors moi, je Moi, je fais vérifie. attention, effectivement, beaucoup. On va dire que comme toi, Nance, on a ce point commun, c'est qu'on est très intéressé par le sujet de l'esprit critique. Donc, Effectivement. genre prendre du recul, faire gaffe à tous les biais qui ont tous des noms très particuliers. Et Évidemment. d'ailleurs, ça me fait penser qu'on a sorti un nouveau format qui s'appelle Insta Critique. N'hésitez pas à aller le voir, il y en a un qui sort bientôt. Il y en a Voilà, un deuxième qui arrive qui bientôt. parle de ça justement. Mais donc oui, il faut se faire super attention parce que on ne sait pas en fait l'intention de la personne qui publie aussi quoi. Donc comme disait Jules, les gens, je pense qu'on apprend plutôt à donner un curseur de confiance, mais dans la durée, à tel journaliste scientifique, à tel youtubeur, tel instagrammeur, par exemple, qui vont donner des infos qui se révèlent très fiables ou enfin, plutôt fiables, mais à la longue, quoi. Mais effectivement, une information sensationnelle sur une avancée scientifique majeure qu'on n'a pas vu venir et puis que c'est incroyable, un médicament miracle, un fruit, n'importe quoi, un jus quelconque, pour reprendre les grandes références. Effectivement, a priori, on peut déjà dire c'est faux. Et s'il y a un petit conseil qu'on peut donner aussi, je pense, c'est que on en parlait tout à l'heure du biais de confirmation et que quand on prend une information qui va dans le sens de ce qu'on pense a priori, on va beaucoup plus facilement la valider en se disant ah je savais bien. Il faut faire vraiment attention à ça. Je pense qu'il faut même peut-être si les gens veulent un peu s'entraîner à vérifier les trucs, vérifier en priorité les informations qui nous semblent totalement crédibles. Et se forcer à le faire en se disant ah oui mais effectivement en fait peut-être que des fois c'est pas du tout crédible, ça renforce ma croyance de base sur un sujet que je connais pas trop par exemple. Et en fait, il faut tout vérifier, ou en tout cas les sujets intéressants. Effectivement, on s'en fout des études complètement. Enfin, ça se voit dans le titre. De toute façon, si un titre commence par une étude américaine a prouvé que, clairement, elle n'a pas prouvé que, quoi. C'est clair et net. C'est impossible. Donc Vous voilà. serez Effectivement. surpris par la 10e image. Ouais. Oui, voilà. La cinquième va vous surprendre. Mais finalement, je trouve ça assez intéressant ce que tu dis, Renaud, sur en fait vérifier peut-être probablement les trucs sur lesquels vous vérifiez jamais. Juste comme ça, parce que pour dire effectivement, je pense pas forcément sur les sujets sur lesquels vous êtes vraiment à l'aise et vous êtes vraiment expert, parce que là, d'une certaine façon, les informations, vous arrivez à les avoir sans les réseaux sociaux, mais surtout ce qui va être les sujets, notamment là, on va rentrer en période électorale, où tous les sujets sur lesquels on a une idée immédiate et émotionnelle et on a l'impression que c'est la bonne, bah, allez vérifier ces informations, croiser les sources. Et souvent, on est un petit peu surpris de Ouais. voir à quel point on est conditionné par énormément de choses dans notre lecture de ces trucs-là. Alors, est-ce qu'on passe à la Yes, question yes. suivante? Bah oui, parce que ça Qui- fait déjà un peu plus Ouais, bientôt 1 heure et quart qu'on est là. Qu'est-ce qu'on voulait, C'est vrai. en fait, on va arriver bientôt au bout. ouais, on est au bout Euh, là. Ce qu'on voulait savoir avant de conclure, c'est
mais on en a un peu parlé déjà, quoi. C'est quels sont vos conseils ou vos tips, justement, pour lire l'information sur les réseaux sociaux? Genre deux tips, deux conseils chacun. Tu veux commencer, Lance, peut-être? Bah, alors, deux choses. Bah, la première, on l'a dit, moi, je pense qu'il faut toujours vérifier l'information. Si on vous dit qu'une étude américaine a montré que, bah, allez voir l'étude américaine, même si vous y connaissez rien. Si vous n'arrivez jamais à trouver cette étude américaine dans les sources de l'article, déjà, bah, vous arrêtez de le lire et vous dites, de toute façon, j'ai aucune preuve. Il y a un adage en esprit critique qui dit, ce qui est avancé sans preuve peut être réfuté sans preuve. C'est-à-dire, si on ne vous apporte aucune preuve de ce qui est écrit, mais ne cherchez pas à vous le réfuter sans preuve. C'est-à-dire, j'ai pas de preuve, je n'y crois pas. Je dis pas que ça existe ou ça n'existe pas, c'est juste j'y crois pas. Tu m'apportes des preuves, on discute, j'ai pas de preuves, j'y crois pas. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est utiliser un truc qui s'appelle, qui ont été donnés à Socrate, mais je sais pas si c'est lui qui l'a vraiment dit, c'est les trois tamis de Socrate. C'est sur une information, c'est s'il y a une information, est-ce qu'elle est c'est pas une loi. Alors, en fait, tu fais du name dropping, en fait. C'est un truc Je de fais ouf. du name Tu dropping, connais c'est du monde. insupportable. Moi, Socrate, c'est mon voisin, ok? Newton s'appelle. Donc, en gros, si une information n'est ni vraie, ni bonne, ni utile, eh ben, il vaut mieux pas qu'on soit au courant. Donc, la première chose, c'est de s'assurer que l'information, elle est vraie. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on vérifie. Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle va apporter quelque chose au débat? Est-ce qu'elle va faire changer quelque chose dans votre façon de penser? Oui ou non? Et est-ce qu'elle n'est pas juste là pour nuire à quelqu'un ou nuire à une certaine frange de la population ou nuire à une notoriété ou je ne sais quoi. Et s'il y a un de cet ami que l'information ne passe pas, eh ben, il vaut mieux pas qu'elle soit diffusée et qu'on s'y intéresse. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Très bonne réponse. Bien. Moi, je J'ai deux donnerais choses à Vas-y, dire. vas-y. Mais vas-y, non, vas-y, pardon. Non, Non, vas-y. c'est toi, c'est toi. J'ai deux choses. La première chose, bah, un petit peu comme dit Nance, hein, être très critique. Au final, toujours être un peu méfiant. Parce que, surtout sur les réseaux sociaux, si on parle d'intox et de fake news, c'est pas pour rien, c'est que ça existe. Il y a les créateurs, donc ça, c'est vraiment des gens, je trouve, moi, c'est ridicule. Il y a les gens qui la disséminent parce que, soit elles ont envie de foutre la merde, clairement, premièrement. Soit il y a des gens, ce sont des victimes parce que, elles sont crédules. Et ça, c'est dommage. Et donc, il faut avoir conscience de ça, que quand on lit des choses, pas toujours prendre les informations pour parole d'évangile. Deuxième chose, quand on a des informations comme ça, moi, la chose que je fais, c'est vérifier en fait sur plusieurs sources. Je ne pas se fier qu'à une seule source. Se dire, bah voilà, s'il y a une information, est-ce qu'il y a d'autres sources qui vont aussi en parler? Est-ce qu'elles vont la contredire? Donc, ça veut dire que déjà, il y a une controverse sur l'information. Et donc, voilà, ce serait ces deux choses-là. Premièrement, toujours avoir un peu l'esprit critique et se dire que les fake news, ça existe et que des fois, il y a des informations qui sont là pour ça, pour détruire des gens, des choses mal intentionnées, mais qu'il y en a parce qu'elles y croient vraiment. Ou il y a des gens qui sont là pour les diffuser parce qu'elles le savent que c'est de fausses informations, mais qu'elles ont quelque chose à gagner. Et deuxièmement, quand il y a une information qui a l'air inédite ou quoi que ce soit, vérifier sur plusieurs sources. Et s'assurer que les sources aient l'air intègres, en tout cas. Oui. Ok. Jules? Pour compléter, c'est difficile de compléter toutes ces belles paroles. C'est l'histoire d'un gamin avec une jambe de bois. Qui était chauve. Qui était chauve et qui avait des dents en or. Très mignon. Ouais, je sais plus ton truc là. J'allais dire attention, et ça revient à peu près à ton premier point, Nawel, c'est à pas faire confiance trop vite. J'ai deux exemples en tête. Je crois qu'il y a eu un mec qui s'est fait passer pour un médecin sur Twitter pendant une bonne période pendant le Covid. Ça a été une histoire quand même assez terrible. En plus, avec des histoires de harcèlement, etc. Enfin bon, bref. Alors que le mec a bluffé tout son monde, hein, vraiment tout son monde. Et nous, sur Instagram, on s'est fait un peu bluffer aussi il y a une petite année par quelqu'un qui avait créé un compte et qui avait réussi en DM à gratter un petit peu l'amitié, la confiance, etc. Et moi, le premier, je parle facilement en DM et je m'étais dit, voilà, il se faisait passer pour un médecin, tout ça. Et au bout de 6 mois, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout un médecin. Et là, on se sentait tous un peu cons. Donc vraiment faire attention. Et pourtant, c'était un compte qui regroupait beaucoup d'abonnés
voilà, qui faisait des très belles choses, mais en fait, finalement, il y avait toute une supercherie derrière. Et du coup, il faut essayer de ne pas faire, enfin voilà, de pas donner sa confiance trop vite et de faire gaffe, faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on envoie, à ce qu'on partage. Tant qu'on n'a pas rencontré les personnes finalement, parce que c'est là qu'on peut faire vraiment se faire une idée, mais attention, ça reste des C'est réseaux ça. sociaux, ça peut être dangereux. Et Super. moi, tu vois, j'avais une petite expérience sur les droits d'auteur. Alors, désolé de revenir là-dessus, mais j'avais fait pousser une petite gueulante là-dessus. D'ailleurs, ça a continué. La même personne a continué à produire du contenu qui n'était pas de ses droits. Et j'avais prévenu les créateurs qui l'ont prévenu. Il a retiré son post. Donc voilà, les gens sont pas forcément toujours pavés de bonnes intentions. Alors moi, je voulais pas Mm. faire le relou, hein, mais je vais juste dire, bah voilà, c'est bien de proposer du contenu, mais proposer du contenu qui soit pas original et en détournant Pas le du citer, contenu ouais. qui est sous droit d'auteur et qui permet aux gens de vivre. Je trouve pas ça très très honnête. Et Mais bon, surtout pas le bref, citer, hein. C'est ça et le pas le pire en fait. citer, voilà, et Mm. pas citer les gens. Et ça, pour moi, c'est une sorte de fake news parce que voilà, c'est un compte sur lequel on trouve du contenu original et mêlé à ce contenu original, du contenu qui a été plagié ou volé. Et bon, bah, c'est pas très sport, c'est pas très sport. Non, Donc voilà. c'est pas très sport en effet. Et Renaud, alors toi, peut-être une autre loi? Eh ben, j'ai pas de loi comme ça, mais je pense qu'on a assez name droppé pour l'instant. Il faut pas trop en envoyer d'un coup, hein. Ouais, Euh, hein. non, mais par exemple, bah, pour revenir à ça, ça m'avait fait penser à ce que tu viens de dire. Un petit outil qui est très intéressant et que peu de gens finalement pensent à utiliser, c'est la recherche inversée d'images sur Mm. Google Images, par exemple, tout simplement. Enfin, je veux dire, quand vous avez une photo qui choque et qui est faite pour choquer, ça se voit, ça se sent. Quand vous avez une photo par exemple, de grandes villes avec des millions de manifestants et que la légende de la photo, c'est ces gens manifestent pour telle chose et que ça vous paraît soit bizarre, soit que vous trouvez ça trop bien parce qu'ils pensent exactement comme vous, et ben vous faites une recherche inversée en cliquant droit sur l'image par Google Images et vous voyez la date de la photo. Et si la date de la photo c'était il y a 4 ans, ben, clairement ils n'ont pas manifesté contre le pass sanitaire, par exemple. Et donc, ça, c'est un petit tips voilà, que je vous donne, ce cadeau. Très bon tips, Et, merci. et sinon, eh ben, un autre tips, abonnez-vous à des créateurs de contenu de qualité comme nos deux invités et nous-mêmes d'ailleurs. Et vous-même. Donc, après, Voilà. d'ailleurs, je dis juste en passant, je voulais le dire en conclusion, mais je le dis maintenant ce que je viens de parler. Les gens qui s'abonnent à mon Instagram, sachez que je ne poste que des bières sur mon Instagram. Il n'y a que ça. Il y a 200 photos et C'est c'est que peut-être 200 des photos de amateurs de bières. bière. Et toutes les bières, toutes les futures publications Est-ce de que tes bières font perdre 30 kilos? Alors, non, malheureusement, Ah, bon, je pense que non, bon, non. je publie rarement, mais je pense que je pourrais publier sur le fait que ça fait plutôt prendre un peu de kilos que d'en perdre. Donc voilà. Bon, bah, très bien, c'est nickel. Alors bon, alors du coup, on va quand même Ah, essayer du coup, la question, Ah oui, on va quand même essayer de conclure ce c'est la live neige. on va essayer de répondre à la question initiale, c'est les réseaux sociaux sont-ils une source fiable d'information? À la lumière de nos échanges très très intéressants, franchement, c'était très cool. Oh, je crois qu'il neige à Rouen. Ouais, Eh ouais, oui, bah, il mec. neige des paillettes, exactement. Il Et encore, neige. j'ai envie de finir On parle de là-dessus. fiabilité Fake là. Je vais news. finir là-dessus. Voilà. Bien entendu. Donc, Je vais Jules, finir là-dessus parce que vraiment, c'est Jules, sympa. Ouais. alors vas-y, est-ce que pour toi les réseaux Donc oui ou sociaux non? sont une source fiable d'information? Ah, c'est dichotomique, c'est oui ou non? Bah alors, si Non, c'est c'est oui pas ou Non, oui ou non, bien non. sûr que non. Non, non, c'est bien pas oui ou sûr, non. non, c'est une réponse de Normand, c'est oui et non. Non. Voilà, non, Il faut bien mais c'est choisir, il faut bien faire attention. Il y a beaucoup de choses à vérifier, mais j'invite les gens à regarder le live pour avoir plein de tips intéressants. yeah. Et s'ils En veulent effet. savoir l'histoire de la dent en or, hein, surtout, parce que Ah, Ah ça, oui. c'est c'est quand important. même le point pivot, quoi. Et Nawal, alors? Bah écoute, je suis plutôt côté Bourgogne, moi, hein, mais c'est la même chose, hein, oui et non. C'est, Très il bien, y a, il y ça, a, la il y a de Bourgogne. la- il y a de la, il y a de l'info très, très fiable sur les réseaux, et puis il y a du n'importe quoi aussi. Donc oui et non. Hmm. Mm. Mhm. Ça me perturbe Renaud, le filtre. Désolé. Ouais, Renaud, ouais, complètement. non, non et oui. Eh ben, écoute, non et oui, évidemment. Je pense que on a fait le tour de plein de choses et on est assez d'accord là-dessus. Non, il faut juste se méfier en fait. Et les réseaux sociaux, c'est une invention merveilleuse. Ça fait des merveilles, c'est clair, notamment pour l'accès à Au filtre l'information. Instagram.
à la culture et Ça, à ça, quand c'est même vraiment des le fun. filtres Instagram incroyables. Incroyable. Mais au-delà de ça, ben voilà, faut rester concentré et méfiant et faites attention à ce qu'on ne veuille pas vous vendre du bullshit. Parce qu'on Ouais, veut vous en vendre, alors vous faites pas avoir. exactement. Bon, bah, moi, je vais conclure aussi, du coup, mais je vais conclure le live. Les réseaux sont-ils une source d'information? Bah oui, clairement. Je veux dire, on trouve tous des informations qui sont hyper intéressantes et on construit notre connaissance avec, avant les encyclopédies, aujourd'hui les réseaux sociaux, on va pas se mentir. Mais comme toute information à travers les âges, ben, il faut s'assurer qu'elle soit de qualité. Et il y a aujourd'hui un certain nombre, je dirais que il y a de plus en plus de contenus qui nous permettent de vérifier l'information, que ce soit la recherche inversée de Google d'images, comme tu dis, des logiciels qui vont même jusqu'à analyser les vidéos pour vous donner la source. Voilà. Et on peut assez facilement, étant donné que l'information est très accessible, remonter aux sources qui sont aussi très accessibles. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous des réseaux sociaux, mais méfiez-vous aussi des médias traditionnels, puisque c'est aussi une course à l'information et ce qui est utile aux médias traditionnels est utile sur les réseaux sociaux. Donc faites attention. J'ai envie de conclure sur notre cerveau est notre meilleur ami, mais parfois il nous joue des tours. Donc voilà, ne croyez pas tout comme parole d'évangile, ça c'est toi qui l'as dit, Nawal. Voilà, et Aristote. Putain, on n'a pas parlé d'Aristote. Jean-Michel. Jean-Michel, Aristote. Non, mais voilà. Et vraiment, en tout cas, c'est l'occasion aussi pour moi de vous remercier d'avoir participé à ça. C'était très sympa. C'était super sympa. C'est vraiment, bah, avec plaisir. Hein. Franchement, c'est vraiment l'idée qu'on voulait. C'était une discussion autour de votre expérience et puis un petit peu des choses un peu plus factuelles. Donc, j'espère que les gens qui ont suivi le live l'ont apprécié. On a une deuxième date de live qui va être un gros live, gros live de Mindfuck, je pense, parce que on va recevoir un invité qui est pas sur Instagram, mais qui va s'y mettre juste pour l'occasion. C'est Albert Moukébert, qui est psychologue clinicien et docteur en neurosciences. Et on aura le privilège de discuter avec lui du réel et des biais des scientifiques. Donc ça, ce sera dans un mois. Restez connectés. On aura une deuxième invitée qui sera The French Virologist, Océane Sorel. Donc on va avoir un bon live aussi. Ça va être bien cool. Merci à tous. Merci ce les gars. live sera disponible en replay et on le remettra sur YouTube aussi. Ouais. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Ouais, bah, moi c'est l'après-midi, mais. Bonne soirée. Merci. Ciao. Allez, ciao. Bye bye.